Hello les investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui on se retrouve dans une analyse comparative de McDonald's et Starbucks. Quelle est la meilleure action à dividende? Alors l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de vous montrer déjà un résultat prémâché, mais de vous montrer la méthodologie quand on investit sur des actions individuelles. Parce que quand on investit sur ce type d'actions, les actions individuelles, on prend le risque spécifique de l'entreprise en elle-même. Ce n'est pas comme un indice boursier, comme le S&P 500. On va uniquement prendre le risque systémique, c'est-à-dire le risque de marché. Il n'y a pas de risque spécifique dans les ETF parce que vous avez un panier d'actions diversifié, mais pour les actions individuelles, c'est le cas. Et donc, c'est important de faire une bonne analyse à la fois stratégique, analyse de l'entreprise, voir ce qu'elle propose, les avantages, les inconvénients, les forces, les faiblesses, et ensuite analyser les ratios financiers. Il ne faut surtout pas aller sur une action juste parce que tonton Jaco ou Micheline, elle t'a dit ah ouais, moi j'ai investi sur McDonald's, c'est génial, il faut des super Big Mac. Non, non, il faut vraiment avoir une analyse complète. Ça prend plusieurs heures en règle générale, mais je vous livre tout dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez commencer à investir en bourse sérieusement et professionnellement, il y a une formation que vous pouvez télécharger dans la description qui est sur 3 jours. Donc on apprend les bases de la bourse, quelle enveloppe fiscale choisir. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, il y a le programme Bourse Freedom où là, on va voir tout en détail. C'est un programme de malade, hein. Il y a plus de 10 heures de vidéos où on apprend l'analyse financière, l'analyse stratégique, comment diversifier son portefeuille, customiser sa future rente, voir à quelle performance on peut s'attendre. Généralement, c'est du 12% par an avec cette stratégie. Donc, les liens se trouvent dans la description et n'hésitez pas à me solliciter par mail si vous avez des questions. Maintenant, commençons l'analyse. On va d'abord commencer par présenter les entreprises. Donc, Starbucks. Starbucks qu'on connaît tous, chaîne de coffee shop internationale avec le fameux café latte, le prénom qui est sur la boisson. Donc, Starbucks créé en 1971 par Jerry Baldwin et Zev Ziegel, qui ensuite a été racheté par Howard Schultz. D'ailleurs, c'est un peu la même story que McDonald's. Mais 1971, on commence à avoir de l'historique sur cette marque, même si le premier magasin Starbucks était uniquement de la vente de grains de café et de café moulu. Il n'y avait pas encore tout ce système de boissons sophistiquées à 8 euros. Aujourd'hui, en 2024, Starbucks, c'est 38 000 coffee shops dans le monde entier, sous licence et franchise. Et il y a aussi une grande partie, une énorme partie qui est détenue en propre par Starbucks. Et ça, on va le voir plus tard. Au niveau des effectifs de Starbucks, 380 000 salariés, donc c'est énorme, hein, c'est 2 fois et demi plus que McDonald's, c'est un énorme employeur. Ça emploie énormément de jeunes aussi qui veulent financer leurs études ou bien même des personnes qui veulent faire carrière dedans. Donc c'est un énorme acteur au point de vue économique. En termes de chiffre d'affaires, pareil en 2024, on est sur du 34 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc on est sur des PIB de certains petits pays africains aux pays encore sous-développés. C'est vraiment un conglomérat. Ensuite, la franchise de Starbucks, je trouve que c'est important d'en parler pour celles et ceux qui veulent entreprendre. On parle aussi d'entrepreneuriat sur cette chaîne, hein. Je vous ai partagé mon projet d'entrepreneuriat dans le coffee shop, mais ça peut vous donner des idées de carrière, hein. La franchise Starbucks, si vous voulez vous lancer, que vous avez l'âme d'un commerçant, ça peut avoir de l'intérêt, mais bien entendu, il faut avoir quelques pépettes du genre 300 000 balles pour ouvrir un seul Starbucks. Mais une fois que vous avez ouvert ce Starbucks, et c'est hors pas de porte, hein, c'est vraiment 300 000 que tu dois sortir, il y a encore plein de frais pour accéder au local, racheter éventuellement la clientèle existante, eh bien il faut que tu mettes un petit billet de 300 000 balles. Donc déjà, on peut faire une petite réflexion à ce niveau-là. 300 000 balles pour un jeune de 25-35 ans, je sais que vous êtes très nombreux sur cette chaîne dans cette tranche d'âge. C'est compliqué. 300 000 en numéraire, je vais vous dire, déjà qu'il y a très peu de personnes qui peuvent épargner plus de 1 000 euros par mois.
avoir 300 000 balles, ça relève soit de l'héritage ou bien tu as créé une super entreprise que tu as revendue, mais les personnes qui disposent de 300 000 en numéraire sont très 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 limitées. Donc ça s'adresse plutôt à un profil senior entre 50, ouais, 45 et 60 ans. Ensuite, une fois que tu as mis ton petit billet de 300 000 euros, voilà, tu as vidé tous tes comptes, eh bien, il faut que tu t'engages à ouvrir 15 Starbucks dans les 5 ans. Et c'est exactement ce que j'ai pu apercevoir à Strasbourg. C'est le même franchisé qui avait commencé de mémoire, il avait commencé au centre-ville de Strasbourg, place Kléber, donc c'est la grosse place de Strasbourg où il y a le marché de Noël, et il en a ouvert, il me semble, une dizaine sur Strasbourg, il n'est pas encore au 15, donc faut qu'il se dépêche, hein, parce qu'il a que 5 ans pour le faire, mais vous voyez que c'est un engagement de taré, c'est un engagement de taré. Et vous allez me dire, est-ce que je dois remettre à chaque fois 300 000 euros dans un nouveau projet? Non, l'objectif, c'est d'utiliser les bénéfices du premier magasin pour ensuite faire un effet domino, d'utiliser les bénéfices du premier magasin ouvert et ensuite en ouvrir un, 2, 3, 4, 5 et jusqu'à en avoir 15. Donc voilà. Autre réflexion encore, pour avoir eu un seul coffee shop, pardon, je peux vous assurer que c'est l'enfer opérationnel. Enfin, tu vois, l'enfer, en règle générale, dans la vie courante, c'est tu rentres chez toi le soir et t'as ta gonzesse qui casse les couilles. Et pourquoi tu rentres à 20h30? Pourquoi t'as pas fait à manger? Il y a les enfants, machin, ils attendent de manger. Eh ben non, maintenant, l'enfer opérationnel, l'enfer entrepreneurial, c'est d'avoir 15 Starbucks. Donc, vous imaginez même pas le turnover qu'il y a dans ces magasins. C'est-à-dire que toutes les semaines, tu es obligé de changer les effectifs. Tu n'as pas, pour une grande majorité, tu n'as pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir dans tes recrues. Donc ça change à chaque fois et tu es obligé de reformer des gens. Et c'est pour ça que moi, j'ai pu m'aventurer là-dedans. En plus qu'on ait une fréquentation mauvaise, on avait pour la plupart des employés des personnes vraiment mauvaises, quoi. Voilà, je sais qu'il y en a qui m'écoutent sur ma chaîne YouTube, mais j'en ai rien à foutre. Il y en avait peut-être 4-5 qui m'ont vraiment marqué sur l'année, mais après le reste du temps c'était assez dramatique. Une fois que tu as ouvert ton magasin, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, tu dois payer des royalties. Donc sur l'opérationnel, sur le chiffre d'affaires, tu dois reverser 6% à Starbucks sur ton chiffre d'affaires et 3% au titre de la pub. Donc ça fait un total de 9%. Donc est-ce que c'est un niveau élevé? Moi je ne trouve pas pour une enseigne comme Starbucks. 9% de royalties pour avoir accès à la marque, à la propriété intellectuelle et tout le savoir-faire. Moi je trouve que c'est pas cher payé comparé à Subway qui a des royalties il me semble, c'est 12%. Vous comparez Starbucks et Subway en termes d'image de marque. Subway, c'est le kebab, hein, grosso modo, et Starbucks, c'est le restaurant, c'est le coffee shop un peu supérieur, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est pas très cher payé. Passons maintenant au système de franchise. Comment est-ce que ça marche? Beaucoup de personnes pensent que Starbucks, c'est comme McDonald's, qui ouvrent uniquement des magasins franchisés. Mais ce que j'ai pu observer dans mes différentes recherches, et Dieu sait qu'elles étaient longues et fastidieuses, c'est que Starbucks possède plus de la moitié de ses magasins en propre. C'est-à-dire qu'elle met l'argent de ses comptes à elle, elle met le personnel qu'elle veut dans ses magasins. Et elle développe en propre, surtout aux États-Unis. Dans les pays un peu plus éloignés où elle a du mal à s'implanter, elle va prendre des franchisés, mais ça représente 44% des magasins. Et moi, je vois déjà un gros intérêt à ça. J'ai pu en parler, j'ai pu le dire très brièvement. C'est que quand vous développez en propre, vous avez l'avantage de déjà maîtriser vos dépenses. Vous n'avez pas le risque de casting, hein, parce qu'un franchisé, c'est un être humain. Il peut faire un burn-out, il peut mal gérer son point de vente. Et si tu le fais en propre, d'ailleurs mets-toi à la place de Starbucks, si tu le fais en propre, si tu fais tout toi-même, eh bien tu peux avoir de meilleurs résultats au niveau opérationnel. Donc moi je trouve que c'est un gros avantage de la franchise de la marque Starbucks d'avoir plus de la moitié de ses magasins en propre.
Ensuite, il y a autre chose qui est très intéressant, c'est le nombre d'ouvertures de coffee shop. C'est à gauche et on peut voir effectivement que depuis 2003, on est sur une belle croissance des magasins, c'est-à-dire qu'ils en ouvrent de plus en plus. Il me semble qu'il y a un Starbucks qui ouvre toutes les 16-17 heures. Tous les 16-17 heures, vous actualisez, il y a un Starbucks qui a ouvert dans le monde. Donc on a cette belle progression des ouvertures de magasins. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est qu'au niveau des bénéfices, là j'ai pu avoir les données depuis 2018, eh bien on est relativement flat. On n'a pas d'augmentation conséquente des bénéfices. Donc les bénéfices ne suivent pas le rythme des ouvertures. Et ça c'est un problème, notamment pour la croissance du cours de bourse et des dividendes versés aux actionnaires. Ensuite, en termes de position concurrentielle, de market share comme on appelle, on va se poser la question où se positionne Starbucks par rapport à ses concurrents en termes de nombre de magasins et de chiffre d'affaires. Et là, on peut voir qu'on a une position dominante sur le marché. Donc, on a Starbucks avec 38 000 établissements. Le deuxième concurrent, c'est Dunkin' Donuts, qui propose aussi cette formule de dessert et de boissons, même s'ils sont moins orientés boissons que Starbucks. Starbucks, c'est les seuls à faire ça, avoir ce business de boissons uniquement. Tim Hortons aussi, qui est positionné comme Dunkin' Donuts. Et Costa Café, qu'on ne voit pas dans le graphique. Tout simplement parce qu'ils ont que 3700 magasins dans le monde. Moi, je pensais que c'était plus. Mais voilà, on a Costa en quatrième, qui est très largement dominé par Starbucks. Donc ça, c'est un excellent point d'avoir cette position dominante sur le marché. Ensuite, les produits populaires de Starbucks, ça nous aide vraiment à comprendre ce qui marche le mieux chez eux. On a le Vanilla Latte. Voilà, j'ai jamais goûté. Ensuite, on a le Ice White Chocolate Mocha. Donc le mocha, la base c'est un petit fond de café avec du chocolat blanc et des glaçons. Donc c'est plutôt bon. J'avais déjà goûté ça quand j'avais mon coffee shop. C'est plutôt pas mal. Ensuite, le Pumpkin Spice Latte. Là, c'est un peu la boisson des jeunes. C'est très 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 populaire. On avait sorti ça aussi chez Columbus. Ça faisait vraiment fureur, on en avait vendu je crois une centaine sur la journée. C'est trop que c'était le pic de chiffre d'affaires, on était vraiment au max du max, on était au niveau le plus élevé de l'activité. Mais c'est des boissons qui plaisent aux jeunes, et d'ailleurs la cible de Starbucks, c'est les 13-29 ans. Donc la grande majorité des clients de Starbucks ont entre 13 et 29 ans, donc c'est des produits qui plaisent. Le petit problème qu'il y a par rapport à ça, c'est que eh bien, c'est une tranche de population qui n'a pas beaucoup de pouvoir d'achat. Et le quatrième, c'est le cinnamon roll. C'est un roulé à la cannelle. Donc, moi, j'en ai mangé quelques-uns. Je ne suis pas fan, mais vous pouvez très bien en déguster un chez Starbucks, ou bien si vous voulez pas payer 4 euros, achetez-en un chez Leclerc ou chez Carrefour. Ça fera aussi l'affaire sans problème. Ensuite, la répartition du chiffre d'affaires de Starbucks. Et là, c'est très intéressant, c'est-à-dire que 60% des ventes, eh bien, c'est de la boisson chez Starbucks. Donc, tout ce qu'on a vu, les pumpkin latte, les ice white chocolate, je sais pas quoi. Très, très dur à prononcer tous ces noms, je vous avoue. C'est un business de boisson, 60% du chiffre d'affaires. Mais on a cette petite diversification produit qui est très intéressante. Donc, la food, c'est 18%. Donc, avec les cinnamon rolls, ils ont des petits sandwichs qui n'ont pas l'air très appétissant, et le merchandising 22%. Donc au niveau des capsules de café et tous les produits labellisés Starbucks, donc le café moulu, tous les mugs et compagnie, ça représente 22% du chiffre d'affaires, avec d'autres sources de revenus. Là, je suis pas allé dans le détail, mais en gros, c'est ce que vous devez retenir, c'est qu'on a une diversification au niveau des produits, et ça leur permet de vendre à n'importe quel moment de la journée. C'est-à-dire que le cinnamon rolls, les petits croissants, les petites viennoiseries, ça permet d'attirer du monde le matin. À midi, ils ont leurs petits sandwichs, donc ça permet aussi de capter une clientèle. Et moi, je pense que l'axe d'amélioration chez Starbucks, s'ils m'écoutent, ce serait de proposer des sandwichs un peu plus appétissants pour avoir cette fréquence, cette récurrence le midi. Ensuite, on a d'autres indicateurs aussi que j'ai pu obtenir depuis 2023. Le CA par magasin,
chez Starbucks, il est de 900 000 dollars. Donc 900 000 dollars, on s'approche du million. Mais le chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, parce qu'il y a plein de postes de dépenses à prendre en compte. C'est le résultat net qui va nous intéresser. Je suis tombé sur 107 000 en termes de bénéfices. Ça me paraît très cohérent. Donc j'ai pris le bénéfice de Starbucks et je l'ai divisé par le nombre de magasins. Ça me fait 107 000. Donc ça veut dire qu'en tant que franchisé, tu peux te faire un petit billet sympa dessus. Après, il faut savoir que sur les bénéfices, eh bien, tu es imposé à l'IS, mon petit coco. Et si tu veux te verser des dividendes, bah, tu as 15%. Moi j'ai 15% d'IS, hein, donc 15% d'IS. Et une fois que tu as déduit ces 15%, tu peux te verser un dividende. Et ce dividende-là, eh bien, il est imposé à la flat tax de 30%. Voilà, donc tous ceux et celles qui se disent, ouais, les dividendes, je paye moins, pas forcément. Tu te fais quand même matraquer par l'État, quoi qu'il arrive. Alors, tu peux faire des petits. Tu peux te rémunérer autrement, hein, dans ta boîte, hein, tu peux te verser des indemnités kilométriques ou des remboursements de différents frais, mais tu es quand même fortement fiscalisé et on a ouais, quasiment 40% du bénéfice qui est capté par l'État, c'est-à-dire qu'il nous reste ouais, 60 000 cas. 60 000 euros de bénéfices qui nous restent et qu'on peut se verser sous forme de dividendes. Donc là, la question à se poser, c'est avec un seul magasin, bon, tu gagnes pas grand-chose, quoi. Au vu du risque pris de tes 300 000 balles investies et du million qu'il y a derrière avec tout l'investissement, 60 000, c'est pas énorme et c'est pour ça que la plupart des franchisés en font d'autres. Et d'ailleurs, chez Starbucks, c'est une obligation. On a encore d'autres indicateurs sympas, à savoir le panier moyen qui est à 5,65 dollars chez Starbucks. C'est un indicateur qui varie beaucoup en fonction de l'inflation, mais moi ça ne m'étonne pas, c'est-à-dire que la plupart des gens qui vont chez Starbucks, moi-même hein, quand j'y vais et que je suis de passage à Strasbourg, eh bien je prends uniquement une boisson, je prends pas de menu entier avec de la bouffe et tout, c'est une boisson en médium la plupart du temps, et ouais, c'est un petit panier moyen, et ça rejoint ce qu'on a dit avant sur la cible de Starbucks, ce sont les jeunes, et les jeunes ils n'ont pas 20 euros à mettre dans une commande Starbucks. Ensuite, un autre indicateur qui est très intéressant, que j'ai découvert en faisant cette vidéo, c'est le ACSI, c'est le Average Customer Satisfaction, donc c'est le niveau de satisfaction client sur 100. Et chez Starbucks, on est à 78, ce qui est relativement élevé hein, pour un business de restauration rapide. Ensuite, quelques anecdotes marrantes. Eh bien oui, parce qu'on est aussi là pour rigoler, hein. L'investissement, ça peut être très chiant quand c'est raconté de manière chiante, mais quand on met un peu des anecdotes, c'est marrant. Donc l'anecdote, hein, je vais vous la lire. La plus grande commande Starbucks, en 2017, un client nommé Andrew Shifari a établi le record de la plus grande commande chez Starbucks. Il a commandé une boisson contenant 60 shots d'espresso et diverses autres saveurs et garnitures pour un total de 3,8 litres et coûtant plus de 54 dollars. Donc j'imagine qu'il avait fort besoin de caféine, qu'il avait besoin de se réveiller, mais je comprends pas l'idée derrière. En termes d'éducation financière, c'est pas super quand même de claquer autant dans une boisson, mais il a eu le mérite de le demander et il est aujourd'hui sur cette chaîne ovationné par la communauté des investisseurs. Deuxième anecdote marrante, le Frappuccino a été inventé par accident. Alors le Frappuccino, j'en ai jamais pris. J'imagine que c'est un cappuccino froid. Je sais pas exactement ce que c'est le Frappuccino. Le Frappuccino inventé par accident, le célèbre Frappuccino de Starbucks a été inventé par accident en 1994. Un employé de Starbucks à Los Angeles a commencé à mélanger les boissons à base de café glacé, ouais, c'est du café glacé, avec de la crème et du sucre pour satisfaire les goûts des clients locaux. Le concept a pris de l'ampleur et Starbucks l'a adopté officiellement en 1995. Donc une anecdote très marrante, hein. Mais moi je pense qu'il a dû se faire un peu taper sur les doigts parce qu'il faut généralement suivre la guideline de Starbucks, suivre les recettes. Mais bon, sa petite erreur a permis d'inventer une boisson qui se vendra par la suite à plusieurs millions d'exemplaires.
Troisième anecdote marrante, le nom Starbucks, ça vient d'où avec le logo? Le nom de Starbucks est inspiré du personnage de Starbuck dans le roman Moby Dick de Herman Melville. Le cofondateur Gordon Bowker a trouvé que le nom évoquait une connexion maritime et aventureuse, ce qui correspondait bien à l'esprit de la marque. Donc vous comprenez maintenant d'où vient le logo de Starbucks et les valeurs affichées par la marque. Si on devait faire une petite conclusion, j'ai pris les points les plus importants. Donc on a, au niveau des avantages, on a un branding puissant chez Starbucks, leader sur son marché. On a une diversification des produits qui lui permet de vendre à n'importe quel moment de la journée et un développement en interne de par, voilà, ce système de Heavy Chain One qui lui permet vraiment de contrôler la qualité de ses magasins, chose qui est un peu plus difficile quand on le fait en franchise. Les inconvénients, les ouvertures ne suivent pas la hausse des bénéfices, on reste flat, hein, on a plus de magasins mais des bénéfices quasiment similaires avec une petite augmentation. On a un panier moyen faible, c'est-à-dire qu'il faut rentrer énormément de commandes à la journée, donc l'emplacement est très important et un emplacement bien placé, c'est très cher. Et si on a des baisses de fréquentation, que le pouvoir d'achat des Français ou des consommateurs en règle générale baisse, eh bien on peut vite se retrouver dans la mouise comme c'est le cas en 2024 chez Starbucks. Ensuite, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est l'efficience des employés par rapport au nombre de magasins. On le rappelle, il y a 370 000 employés chez Starbucks pour 38 000 magasins. Et j'ai comparé avec McDonald's, hein, qu'on va voir après, on est à moitié moins. McDonald's, ils ont 42 000 magasins et 150 000 employés. Donc ça montre que c'est un business qui est très gourmand en frais généraux, en frais de personnel, parce que c'est un business qu'on peut difficilement automatiser. On peut difficilement faire comme McDonald's, où tu as un mec aux frites, un mec au Big Mac. Non, là, c'est un barista, il fait une boisson. Il va moudre le café, ensuite il va faire revenir le lait, il va mettre la petite buse vapeur dans le, comment ça s'appelle, dans le bécher, je sais même plus, je suis vraiment pas un bon élève moi. Il va faire revenir son lait, ensuite il va mettre le sirop, donc il y a plein d'étapes avant la finalisation de la boisson qui font qu'on a besoin d'énormément d'employés. Et une boisson, par moment, ça peut prendre 3-4 minutes à faire, hein. Il y a tellement de choses à mettre dedans, il y a le lait qu'il faut chauffer et compagnie, ça prend du temps. Généralement, ça prenait, quand j'étais à Columbus dans l'opérationnel, ça prenait une bonne trentaine de secondes. Et ensuite, on a l'efficience employée par rapport au magasin. Et ce qui m'a vraiment choqué chez Starbucks par rapport à McDonald's, c'est qu'ils ont énormément d'employés par rapport au nombre de magasins. À titre d'exemple, McDo a plus de magasins que Starbucks, mais n'emploie que 150 000 personnes. Donc c'est très gourmand, Starbucks. Hein, Starbucks est très gourmand en frais de personnel. Énormément d'employés, donc ça veut dire il y a beaucoup plus de problèmes opérationnels, hein, quand tu as une équipe, quand sur un service tu es à 7-8, eh bien t'en as un qui vient pas, c'est tout de suite la merde. Ça montre qu'ils n'ont pas encore automatisé leurs procédés. Et de toute façon, les boissons, le café en règle générale, c'est quelque chose que tu peux pas vraiment automatiser parce qu'il y a beaucoup d'étapes avant de finaliser la boisson. Il faut prendre ton café, donc moudre le grain, tu as une machine pour ça. Il faut faire revenir ton lait, là ça peut prendre 30 à 45 secondes. En plus, tu peux te rater. Moi, c'était le cas. Au début, je faisais des lattés dégueulasses. Donc, comme quoi, j'étais vraiment pas fait pour ça. Et ensuite, tu dois rajouter tous les autres ingrédients et une boisson chez Starbucks, ça peut prendre 2-3 minutes à faire et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être autant derrière le comptoir. Et ensuite, un inconvénient majeur qui pourrait, s'ils travaillent dessus, mais je vois pas comment, qui pourrait augmenter le chiffre d'affaires et les bénéfices, c'est la livraison à domicile. Et il faut bien s'imaginer que des boissons, si tu te mets sur Deliveroo et que tu livres tes boissons par Deliveroo Uber Eats, c'est compliqué. La livraison de latte, de pumpkin, c'est difficilement faisable parce que le livreur, il va prendre un virage, il va aller vite, il va freiner et les boissons, elles vont se renverser, elles vont se revasser dans le sac. En plus de ça, elles arriveront froides chez le client, donc c'est très moyen, c'est vraiment pas adapté pour la livraison à domicile, comme c'est le cas pour McDonald's. Donc on a fini avec cette brève analyse de Starbucks. On va maintenant passer à McDonald's. Parlons maintenant de McDonald's. On va voir l'histoire et les différents indicateurs qu'on a pour pu voir pour Starbucks. McDonald's, créé en 1925 par Ray Kroc, 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 1925
Alors, pour celles et ceux qui ont vu le film Le Fondateur, ou même qui se sont renseignés sur l'histoire de McDonald's, eh bien, l'idée McDonald's, ça vient des frères McDonald, de Rick et Mac. Je crois qu'ils s'appellent comme ça, effectivement, les deux là. Euh, Certains diront que Ray Kroc est un voleur qu'il a volé l'idée de McDonald's. Alors, c'est pas totalement faux, dans le sens où il n'a pas inventé le système standardisé McDo, il n'a pas inventé les premiers produits McDonald's, mais il a su développer McDonald's sous forme de franchise. Et ça, c'est un exploit. Quand on voit la complexité de la franchise, du casting, du, comment dire, du management des dépenses, chapeau, franchement, chapeau l'artiste, hein. Donc, ce n'est pas un voleur, c'est un tout petit peu un voleur, mais on peut vraiment lui tirer notre chapeau pour avoir réalisé cet exploit de créer une franchise de renommée mondiale. Ensuite, en termes de restaurants dans le monde, on est à 42 000 restaurants. Et moi, quand j'ai vu ce chiffre pour la première fois, je me suis dit, c'est pas énorme en fait, hein. Dans le monde entier, 42 000, il y a encore des axes d'amélioration. Même si, honnêtement, je préférais qu'il n'y ait plus du tout de McDonald's partout parce que c'est de la bouffe de merde, quoi, hein. Entre les deux, entre McDonald's et Starbucks, je préfère largement aller chez Starbucks, même si c'est plus cher. Mais au moins, mon petit espresso, voilà, c'est 2-3 calories si je rajoute pas de sirop de caramel ou de sucre. Mais McDonald's, j'avais regardé un menu McDonald's, je crois que c'est 800, on se rapproche, pardon, des 1000 calories par menu, quoi. Si tu prends vraiment la totale, McFlurry, 2 potatoes, 2 sandwichs, un gros coca, t'es sur 1000 calories. Et un être humain normalement constitué qui ne fait pas de sport, il doit être à 2600 calories. C'est-à-dire que tu as quasiment fait la moitié en termes de calories avec ton repas chez McDonald's. C'est absolument énorme. Mais le fait est que il y a encore des possibilités. Et j'avais vu un article, hein, je m'étais abonné à un journal, il me semble que c'était Les Échos ou un truc comme ça, et il disait que d'ici 2050, on devrait avoir 100 000 McDonald's dans le monde. Donc voilà, il y a ce que je pense et la réalité du monde. On évolue de plus en plus sur un monde de fast-food, de bouffe de merde et de gros dans tous les sens, quoi. Donc voilà, c'était pour mon petit coup de gueule. Ensuite, en termes d'effectifs, 150 000 salariés. On est à 2,5 fois moins que Starbucks par rapport au nombre de restaurants. C'est-à-dire qu'ils ont réussi comment dire, automatiser. Ils ont créé un système, hein, comme diraient les infopreneurs à la con là. Ils ont créé un système pour automatiser leurs restaurants. Et c'est ce qu'on voit, hein. Si vous allez au McDo de temps en temps, vous avez les bornes, le service à table, que moi j'aime bien personnellement. Et ça permet de réduire drastiquement les effectifs de chaque restaurant et donc de faire d'énormes économies à ce niveau-là. En termes de chiffre d'affaires, on est sur 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024. J'ai pris la donnée de Seeking Alpha. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore? La franchise McDonald's, pour les plus aventureuses de l'audience, hein, vous êtes bientôt 2500 d'ailleurs, merci encore, hein. Si vous voulez vous lancer et ouvrir un McDonald's, euh, il peut y avoir différentes motivations, hein, être à son compte. Si vous êtes un fan des produits McDonald's, pourquoi pas, hein. On est sur un apport de 300 000 euros. Donc j'avais regardé sur toute la franchise, c'était entre 190 et 500 000. Donc ouais, j'ai pris entre 300 000, ça me paraît juste par rapport à l'investissement total qui est de 25%. Ouais, donc l'apport c'est 25% de l'investissement total, ça me paraît cohérent. Donc pareil, 300 000 euros, c'est pour des profils seniors, hein. À part si vous avez un niveau de réussite financière exceptionnel. Voilà, il y a très peu de jeunes de 25 à 40 ans qui arrivent à sortir 300 000 balles comme ça en numéraire. Moi, je pense que personnellement, à 40 ans, je serai sur ce niveau-là, 300 000, 350 000. Mais jamais de la vie, je vais faire all-in sur une franchise McDonald's. À 300 000, je vais commencer déjà à retirer 1-2% de mon capital tous les ans pour partir en vacances. Donc, ouais, entre 3 000 et 6 000 euros par an, ça suffira largement. Mais en aucun cas, je vais m'endetter pour un McDonald's et lâcher 300 000 balles. Ensuite, en termes de royalties, c'est des petits cochons, hein. Donc, ils demandent 10% du chiffre d'affaires plus 5% en publicité. Ça nous fait 15% de redevances
pour McDonald's, pour exploiter une franchise McDonald's. La question à se poser, c'est toujours pareil, est-ce que ces frais-là sont, comment dire, sont proportionnels, sont cohérents avec la réalité et avec tout le bénéfice que tu peux percevoir de la franchise? Je pense que oui, mais on est quand même à 6% de plus que Starbucks, qui a une image de marque similaire, des produits pas vraiment similaires, mais qui est aussi dominante sur son marché. Je trouve que c'est beaucoup personnellement. Et à choisir entre McDo et Starbucks, voilà, je sais pas. D'un autre côté, tu as McDo qui se gave en royalties, mais d'un autre côté, tu as Starbucks qui est extrêmement gourmand en frais de personnel. Donc, à voir. Je pense que les prochaines slides permettront de trancher. Mais le business, il est différent. La croissance de McDonald's, l'ouverture de magasins, enfin, le modèle de développement est différent. C'est-à-dire que c'est un heavy franchise, basé uniquement sur la franchise. Et on a effectivement 95% des McDonald's qui sont détenus en franchise, contre 5% en propre. Donc c'est un modèle qui a ses avantages. On peut facilement avoir du développement, attirer des capitaux. On a beaucoup de personnes qui veulent rejoindre l'aventure McDonald's en se franchisant. Mais quand on est sur ce type de modèle, on a d'autres problèmes, à savoir le risque du franchisé. C'est des personnes effectivement qui suivent des tests et compagnie, mais c'est pas des personnes de la maison mère. Donc c'est beaucoup plus compliqué de suivre le développement et de suivre l'efficacité de chaque magasin. Et c'est ce qu'on a vu dans le film The Founder, le fondateur. Au début, le mec, il recrute des franchisés, des mecs à la retraite, blindés, qui s'en fichent de la qualité. Il va dans les différents McDonald's et c'est dégueulasse partout. Le sol est dégueulasse, il y a des détritus dans tous les sens. Donc c'est à double tranchant. Et moi, je n'aime pas forcément ce type de mode de développement. Ensuite, même problème que Starbucks, le nombre de restaurants augmente effectivement. Là, on peut voir, on a une belle progression. On était à 28 000 McDonald's en 2000, grosse augmentation, puis petite baisse, pour arriver aux 42 000 en 2022. Donc effectivement, on a une continuité au niveau du nombre de restaurants ouverts, mais on s'aperçoit que depuis 2018, 2018, effectivement, on a cette belle hausse. Les bénéfices ne suivent pas. Les bénéfices, ils sont en bleu là. Les bénéfices ne suivent pas, ou bien on a une très légère augmentation, mais qui n'est pas du tout proportionnelle au nombre d'ouvertures. Donc ça, c'est encore un problème, parce que quand on ouvre des nouveaux restaurants, on s'imagine qu'à terme, eh bien, les bénéfices suivent naturellement l'évolution du nombre de restaurants. Et ce n'est pas le cas pour McDonald's, au même titre que Starbucks. Donc il peut y avoir, le modèle peut atteindre ses limites dans une bonne décennie, plusieurs décennies. Au niveau de la position concurrentielle de McDonald's, on va regarder quels sont ses concurrents. Donc le site Wall Street Zen me donne des super graphiques. Franchement, j'aime bien ce site pour consulter les informations et faire les analyses stratégiques qu'on fait là. McDonald's, 43% de part de marché dans le domaine de la restauration rapide, suivi de près par Yum Brands. Yum Brands, je ne connais pas, il me semble qu'ils sont cotés en bourse, ils possèdent plusieurs marques, dont Wendy's, il me semble. On est suivi par Restaurant Brand International, pareil, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Et ensuite, Domino's Pizza, 8,20% de part de marché. Je pensais que c'était plus. Suivi par Wendy's, 2,80%. C'est des franchises que je ne connais pas. Wendy's, il n'y en a pas en France. Ou bien, s'il y en a, vous pouvez me dire dans les commentaires, je serai curieux. Et Papa John's, il me semble que c'est des burgers. On est sur du 3,40%. Mais on peut voir que McDonald's a une position de leader dans le domaine de la restauration rapide, même si sa position concurrentielle est moins prononcée que celle de Starbucks. Ensuite, les produits populaires, ça c'est pour la culture générale. Le number one des ventes, et moi je pensais pas du tout, je pensais que c'était le Big Mac, c'est les French fries. Les frites de McDonald's. Alors moi personnellement en tant que consommateur, je n'en prends jamais, je préfère largement les potatoes, suivi par Big Mac.
Le Big Mac, donc là, ça a du sens, hein, c'est, euh, c'est le produit iconique à tel point qu'il y en a un qui a fait un indice, il a fait un indice Big Mac qui permet de mesurer le pouvoir d'achat avec la parité des devises, donc c'est plutôt pas mal. C'est un produit qui est connu dans le monde entier. Tu vas au fin fond de l'Amazonie, tu lui dis, tu connais le Big Mac, le mec va te dire oui, quoi. Donc c'est un produit qui est hyper standardisé et que tout le monde, que chaque habitant de cette planète connaît, suivi en troisième position par le Mac Wrap, le Mac Snack Wrap, hein, donc les petits wraps en gros. Hein, je pense que c'est le troisième produit le plus populaire parce qu'il est pas cher. En termes de goût, moi je trouve ça assez moyen quand même, hein, par rapport à un Big Mac ou même un filet au fish que moi j'adore. Je pense que c'est en termes de prix que les gens s'y retrouvent. Et le quatrième, le Happy Meal. Le Happy Meal pour les enfants, pour bien les formater à l'esprit McDonald's et pour bien les faire et pour mieux les faire revenir par la suite dans les restaurants. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, sans surprise, eh bien 93% c'est de la food chez McDonald's, hein. Donc 93% on est sur de la nourriture. D'ailleurs, excusez-moi pour le petit bas, le petit ruban en bas. Euh, c'est Canva qui me masque le truc, mais on est sur 93% de food et 7% de boissons. Donc tout ce qui est McCafé, ils s'y sont mis, hein. Ils ont introduit le service McCafé. Tu peux prendre des lattés chez eux, différentes boissons chaudes, froides, mais c'est très marginal par rapport à, à ces 93% de nourriture vendue. Donc moi, le problème que je vois chez McDonald's, c'est que ils sont trop concentrés. Il n'y a pas assez de diversification de produits comme c'est le cas comme c'est le cas de Starbucks. On est sur 93% de food et ça signifie que on a comment dire, des moments dans la journée où tu n'as personne dans les McDonald's. Par exemple, à 10 heures du matin, t'as pas grand monde dans les McDo, hein. Y a personne qui prend son McDo, qui prend son café chez McDonald's. Et pareil, à 15-16 heures. Donc là, ça peut être éventuellement un axe d'amélioration qui propose un peu plus de boissons sophistiquées sans pour autant trop s'éloigner de leur cœur de métier, à savoir la nourriture, les burgers, les frites et compagnie. Ensuite, autre indicateur de McDonald's, le chiffre d'affaires par magasin qui est inférieur à Starbucks, hein. Rappelons-le, le chiffre d'affaires par magasin de Starbucks est de 900 000. Ici, chez McDo, on est à 600 000. Ouais, on a un tiers de moins. Le panier moyen, par contre, et c'est là qui est l'avantage, qui est la force de McDo, c'est qu'ils sont à 13 dollars. Vous pouvez le mettre en euros, hein, c'est pareil, hein, 13 euros de panier moyen, ça me paraît cohérent par rapport à ce qu'on consomme nous en tant que client chez McDonald's, 13 euros, donc on a un panier moyen qui est deux fois et demi supérieur à Starbucks, et ça se ressent dans le résultat net du magasin qui est à 200 000, donc on est à deux fois plus de résultat net par magasin, parce que ils ont un meilleur panier moyen, et parce qu'aussi ils ont moins d'employés tout simplement dans leur restaurant. Ensuite, là où ça coince un peu, c'est le ACSI, le Average Customer Satisfaction Index, l'indice de satisfaction client, qui est à 68. Dans la décennie précédente, de mémoire, on était à 75 chez McDonald's, mais depuis ces dernières années, eh bien, les clients sont de moins en moins satisfaits par la proposition de valeur de McDo, ou même la propreté en règle générale chez McDo. Je trouve que c'est détérioré. Euh, on a moins de choses dans les menus. Les burgers, j'ai l'impression qu'ils ont diminué en volume. On a moins à manger et c'est plus cher. Donc c'est pour ça que, à mon avis, le ACSI n'est pas super chez McDonald's et ça, c'est un petit problème. Anecdote marrante, première anecdote marrante, la commande mythique. On aime bien les commandes mythiques, hein. En 2018, une commande spéciale a été réalisée par un client anonyme en Allemagne. Il a commandé 43 hamburgers, 25 portions de frites, 20 nuggets et 12 boissons. La facture totale s'élevait à plus de 200 euros. Cela a suscité beaucoup d'intérêt et de spéculation sur la nature de l'événement pour lequel cette commande avait été passée. Alors moi je pense juste qu'ils étaient entre potes et que voilà, c'est peut-être une équipe de foot, une équipe de volley qui a commandé McDo, mais on est d'accord que c'est une grosse commande et que pour lui-même ça aurait été très compliqué de la terminer. Deuxième anecdote, le plus vieux hamburger conservé. Et là c'est marrant. Un homme du nom de David Whipple a acheté un burger McDonald's en 1999 avec l'intention de le conserver pendant 2 semaines pour montrer à ses amis combien de temps il pourrait rester sans moisir.
Cependant, il l'a oublié pendant des années et quand il l'a retrouvé en 2013, le burger semblait presque intact avec peu de signes de décomposition. Cela a alimenté les discussions sur les conservateurs dans les aliments de fast-food. Ouais, une anecdote marrante, mais qui fait peur quand même sur la qualité des produits McDo, notamment avec tous ces conservateurs et produits chimiques qu'ils ajoutent pour pouvoir garder toujours le goût le plus longtemps possible. Conclusion maintenant, McDo, les avantages et les problèmes rencontrés par l'entreprise. Les avantages déjà, le branding puissant, on est leader sur le marché, voilà. Le panier moyen est élevé avec une possibilité de livraison à domicile, donc ça c'est un bon point pour McDonald's. Et après l'efficience employé restaurant, donc comme on l'a vu, 150 000 employés chez McDonald's contre plus de 300 000 chez Starbucks, et donc ça permet d'avoir des résultats nets, des bénéfices par restaurant beaucoup plus importants, et qui dit bénéfices plus importants dit potentiellement plus de dividendes et plus de soutenabilité au niveau du dividende. Ensuite, le problème, même problème que chez Starbucks, ouverture inférieure aux bénéfices. Voilà, les bénéfices ne suivent pas la courbe croissante des ouvertures. Petit problème de diversification produit qui ne leur permet pas de vendre à n'importe quel moment de la journée. Et je pense que ce segment boisson, il peut vraiment rapporter gros s'ils arrivent à prendre le créneau sans pour autant que ça dépasse les 20%, 30% du chiffre d'affaires de la marque. Et ensuite, le risque du heavy franchise, voilà, développement fastidieux avec toujours les risques de casting qui peuvent entraver le développement de McDonald's. Et passons maintenant à l'analyse financière de McDonald's et de Starbucks. On va confronter les chiffres avec l'analyse stratégique et du business qu'on a fait dans les slides précédentes. Et c'est très important de faire ça parce que l'analyse stratégique, l'étude du business, c'est bien, mais derrière, il faut confronter les chiffres. Est-ce que les chiffres vont dans le sens de l'analyse ou bien est-ce qu'on est déconnecté? On va regarder aussi les performances boursières parce que entre ce que les chiffres nous disent, l'analyse stratégique également, eh bien, il peut y avoir des différences au niveau de la bourse, au niveau du cours de bourse. C'est-à-dire que les investisseurs, est-ce qu'ils seront du même avis que nous? Donc, c'est vraiment la question qu'on va se poser. Et il y a deux scores qui vont apparaître, une fois que j'aurai expliqué un peu les critères qu'on utilise dans l'analyse. C'est le score Bourse Freedom. Donc, c'est le programme premium que je propose sur mon site internet, un programme de 10 heures où vous avez deux stratégies à mettre en place, une passive, une active, dont l'objectif est de battre les marchés boursiers, de battre les indices, et c'est possible. Si on regarde les bons critères, eh bien c'est possible. Et ces critères-là, il y en a énormément, il y en a 24 au total, et ça permet de faire une analyse complète de l'entreprise. Donc on explique dans la formation comment fonctionnent les états financiers, comment on fait au niveau de la diversification, comment est-ce qu'on suit ses dividendes, comment on déclare ses impôts aussi, c'est important, comment on optimise la fiscalité avec les différentes enveloppes fiscales à notre disposition. Donc il y a tout le contenu que vous devez connaître pour investir efficacement en bourse sur le long terme et gagner un maximum d'argent. Donc c'est un énorme gain de temps. Vous n'avez pas besoin de regarder des vidéos, des articles de 1500 sites internet. Vous avez tout le contenu qui est disponible dans un seul programme à un prix très raisonnable. Moi, je ne la vends pas 2000 balles, ma formation, et c'est vraiment du contenu qualitatif. J'ai mis des heures à le faire. Donc, si ça vous intéresse, le lien se trouve en description. Et le deuxième score qu'on va avoir, c'est le score du dividende que on va obtenir grâce à la plateforme Snowball Analytics. C'est un excellent outil que j'utilise en parallèle de mes analyses financières et ça me permet de confirmer mes choix. Et en tant qu'actionnaire, voilà, est-ce qu'on prend des risques à investir sur telle ou telle action? Est-ce qu'on va continuer à être payé sur le long terme? Donc, l'analyse, elle se base sur les trois états financiers qu'il faut absolument connaître quand on fait du stock picking. Comme je l'ai dit avant, c'est pas t'écoutes tante Monique qui te dit d'investir sur Microsoft. J'ai déjà entendu des trucs comme ça. Ou bien tonton Jaco qui te dit d'investir sur Zoom. Non, c'est pas ça. On va regarder les trois états financiers, donc le compte de résultat, le bilan, le cash flow. Donc si je devais faire un petit brief, le compte de résultat, ça nous permet
de dégager, de voir quel est le bénéfice de l'entreprise. On a toutes les recettes et toutes les dépenses de l'entreprise qui amènent au bénéfice total, ce qui reste à l'entreprise une fois qu'elle a tout déduit. Le bilan, c'est la situation patrimoniale de l'entreprise et ça nous permet de calculer l'equity, de calculer la valeur nette de l'entreprise, c'est-à-dire sa valeur, ce qui lui reste une fois qu'on a liquidé les actifs pour payer les passifs. Ça, c'est très important. Et les cash flows, c'est la trésorerie de l'entreprise. Donc, imaginez que vous ayez une boulangerie. Eh bien, le cash flow, c'est ce qui reste dans les caisses, c'est le cash disponible. C'est très important de faire la nuance entre le cash flow et le compte de résultats parce que le cash flow, comme son nom l'indique, ça nous montre ce qu'on a effectivement dans les caisses, le nombre de billets qu'on a. Et le compte de résultats, c'est différent, c'est les recettes, les dépenses, mais ça ne prend pas en compte les encaissements. Et il y a des business où les encaissements sont beaucoup plus longs, à 90 jours par exemple, et tu vas avoir une différence au niveau du compte de résultats et du cash flow. Donc c'est important de connaître ces trois états financiers, les amis. Donc pour McDonald's, j'ai fait l'analyse avec la méthodologie de Bourse Freedom qui se base sur 24 critères. Donc, compte de résultat, bilan, cash flow, ça permet de voir la solidité financière de l'entreprise. Et on atteint un score de 17 sur 24. Donc, 17 sur 24, ça nous fait grosso modo un 12-13 sur 20. Mention assez bien pour McDonald's. Au niveau de Snowball Analytics, on est à 67 sur 100. Donc je vous montre juste, je quitte ça, je vais aller sur Snowball Analytics pour vous montrer l'outil qui est vraiment super. Vraiment, je kiffe cet outil. Donc là, je vais dans McDonald's. Et sachez que je suis partenaire de Snowball Analytics. Je ne fais pas beaucoup de partenariats parce qu'il y a beaucoup de produits de merde sur la toile. Mais Snowball Analytics, ça m'a été recommandé par un de mes étudiants, on va dire, entre guillemets. Il m'a dit, tu veux pas regarder ça, faire des analyses avec ça, du dividende, c'est vraiment pas mal. Donc merci à lui, je pense qu'il se reconnaîtra dans la vidéo. Donc ça nous permet d'avoir des insights au niveau du cours de bourse, de voir la tendance générale. Donc McDo, c'est une belle tendance. Ça nous permet aussi de regarder le score du dividende qu'on a vu précédemment. Donc le Snowball Analytics, il se base sur les mêmes critères que nous dans le programme, c'est-à-dire qu'ils vont regarder l'évolution des bénéfices, ils vont regarder l'historique du dividende, le cash flow per share par rapport au dividende per share, ils vont regarder aussi la croissance du dividende. C'est autant de critères qui sont inclus dans l'analyse de l'algorithme pour délivrer ce score de 67. Donc 67, ils nous disent que c'est safe, c'est un bon score. Avec l'expérience, je peux vous affirmer qu'il y a nettement mieux. Il y a vraiment nettement mieux. Des entreprises comme Microsoft, par exemple, elles ont un rating de dividende de 97. Je vous montre juste Microsoft, 98 même pour Microsoft. Donc c'est des super outils. Et on verra après, ça nous permet aussi de faire des analyses comparatives au niveau de la performance boursière. Et on passe maintenant à l'analyse de Starbucks. Pareil, pour McDonald's, on va sortir deux scores en se basant toujours sur les trois états financiers. Et Starbucks obtient une note de 16 sur 24 en dessous de McDonald's. Donc c'est des fondamentaux financiers bons, mais pas exceptionnels, quoi. C'est assez bien, on va dire assez bien. Et la question à se poser en stock picking, très important, quand vous prenez le risque spécifique d'une action, est-ce que je peux me contenter d'un assez bien? Non, la réponse est non. Les actions individuelles, c'est plus risqué qu'un ETF. Donc nous, on va tendre vraiment à des scores à 22, 23, 24 sur 24, parce que vraiment, ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus importants que si on investissait sur Starbucks et McDonald's. La note de Snowball Analytics, elle est légèrement supérieure à celle de McDonald's. On est à 69. Ça prend en compte uniquement la soutenabilité du dividende. Donc, il n'y a pas tout ce qui est analyse du bilan et au niveau de certains postes du compte de résultat. Mais ça fait une note quasiment similaire à McDonald's. Je vous le montre sur mon écran, sur Snowball. Ça permet vraiment d'avoir une belle idée. Et après, je vous montre juste ce que ça donne sur des entreprises pourries. Starbucks, on est sur un dividende de 69. 69 en termes de rating. Et si vous prenez une boîte un peu flinguée, genre Renault,
Bah, Renault, est-ce que vous pensez qu'ils vont vous sortir un 100 sur 100 sur Renault? Non, là, c'est 39. Donc tout de suite, on a une idée globale de la solidité financière de l'entreprise. Maintenant qu'on a analysé ces deux entreprises, qu'on a fait une belle analyse, eh bien on va analyser la performance de McDo, Starbucks par rapport au S&P 500. Et on va voir qu'il y a quelques petites surprises. Donc on va se battre face à Jack Bogle qui nous explique que c'est impossible de battre les indices boursiers. Et petite parenthèse par rapport à Jack Bogle, dans son livre, Jack Bogle nous dit que c'est impossible qu'un gérant actif batte les marchés financiers. Donc aucun intérêt de placer son argent dans un fonds actif parce qu'il y a des frais et compagnie. Mais il ne nous parle pas des investisseurs individuels qui achètent eux-mêmes leur stock individuel. Parce que quand tu achètes des entreprises individuelles, tu ne passes pas par un fonds et donc tu ne payes pas de frais de gestion, de frais de versement, de frais d'arbitrage. Donc on va voir effectivement, est-ce que McDonald's et Starbucks arrivent à battre le S&P 500. Et je vais aussi utiliser l'outil Snowball Analytics que vous pouvez utiliser. Il y a un code de promo dans la description. Je ferai une vidéo entière dessus, mais rien que par rapport au rating et par rapport aux différents outils qu'on peut utiliser, qu'on va voir maintenant, c'est pas mal. Donc il y a un truc qui s'appelle Portfolio Lab sur Snowball Analytics et on peut créer un portefeuille fictif. Donc on va admettre qu'on a Starbucks en portefeuille, McDonald's en portefeuille également, et on peut faire des petites simulations. Donc on va faire la simulation uniquement par rapport au S&P 500. Est-ce qu'on performe mieux? Donc on va faire backtest. Admettons qu'on ait investi 10 000, donc 5 000 et 5 000 sur McDo et Starbucks. Et la date, le start date, le moment où on a mis ces 10 000, sans contribution, 2014. Donc on va regarder. Est-ce qu'on est bon? Donc le dividend tax rate, on va le mettre à 30%, on ne va pas tricher, 30%, calculate, et on va regarder si on a une meilleure performance que le SP500. Et la réponse est non. Voilà, 43%, on fait 43% de moins que le S&P 500. Donc on regarde, on sous-performe le marché, c'est-à-dire qu'en 2014, on obtient un capital de 28 000 dollars avec Starbucks et McDonald's, et avec le SP500, si on a juste laissé mourir son argent sur le SP500, on est à 33 000. Donc ça rejoint les analyses qu'on a fait avant. Le score Bourse Freedom qui est très moyen, qui est assez bon, moyen, voilà. Et Snowball Analytics, un score de dividende qui est vraiment aussi moyen, assez bon, quoi. Et si on devait conclure, eh bien, je dirais que si on se place dans la peau d'un éventuel franchisé, qu'on souhaite investir du temps et de l'argent, beaucoup d'argent dans une franchise, eh bien, McDonald's s'avère beaucoup plus rentable. Rappelons-le, on a ces 200 000 euros de bénéfices nets par restaurant, on a moins d'employés, c'est beaucoup mieux automatisé, possibilité de faire de la livraison à domicile. Donc je préférerais personnellement, ça n'engage que moi, utiliser la franchise McDonald's et peut-être en développer 2-3 si jamais je perds la boule et que j'ai envie de ressentir du stress tous les jours. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires quelle franchise vous préférez ouvrir entre les deux en ayant vu toutes ces informations. Et en tant qu'investisseur, on l'a vu, elles ont des ratings, des notes très moyennes, assez bonnes, on va dire, si on est vraiment optimiste. Donc moi, personnellement, et je ne suis pas conseiller financier, comme il faut le dire sur YouTube, je n'irai sur aucune des deux valeurs parce que elles ne sont pas excellentes. Quand je cherche des valeurs individuelles, je vise l'excellence, je vise pas assez bon. Assez bon, je vais sur le S&P 500 et je ne m'emmerde pas à faire de l'analyse, regarder les états financiers trimestriels et compagnie. C'est du temps, c'est de l'argent, voilà. Donc je préfère très largement être sur le S&P 500 si c'est pour avoir des fondamentaux de ce style-là. Et on a terminé avec cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas que vous pouvez toujours rejoindre la formation sur 3 jours qui vous permettra d'acquérir les bases de la bourse. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, avoir une très bonne méthodologie dès le départ,
réussir ses investissements à long terme, sans regarder 1500 chaînes YouTube qui disent le contraire à chaque fois, eh bien, vous avez le programme Bourse Freedom. Le lien est également dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les investisseurs minimalistes.